Bon, on remet ça. Et tâchons de faire ça bien cette fois. Je vais le refaire, vous mettez pas dans cet état. Voyons un peu si le grand maître est capable de refaire ce qu'il a fait. Tout est à refaire, faut que j'y retourne. Dans le doute, reboot. Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Gravelax pour ce petit épisode bonus de Dans le doute reboot consacré à Suspiria. Pour ce dernier, je ne serai pas accompagné, hélas, comme à mon habitude, par mon comparse Grey, qui est notamment occupé avec Nanarologie. Alors vous me direz, quelle est la raison d'être de cet opus, qui prolonge notre épisode sur Suspiria de Dario Argento et sa nouvelle version de 2018 par Luca Guadagnino? Eh bien, c'est le fait que, du fait de nos engagements respectifs en tant qu'invités d'autres podcasts amis, et du recul que les dates d'enregistrement prévues à la base ont pris, certains pour cause de Covid, d'autres pour cause de dégâts des eaux, ou d'autres encore pour cause de fièvre hallucinatoire. Bon bref, Grey et moi, nous ne pouvons donc travailler assez sur le prochain épisode de Dans le doute consacré au Justicier dans la ville de 1974 et son remake de 2018 Death Wish avec Bruce Willis. Et donc on a décidé de le reporter au mois de janvier 2026, certainement le 22, histoire de pouvoir vous proposer quelque chose digne de ce nom, surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les deux films. Une autre question est de savoir de quoi sera composé donc cet épisode bonus. Eh bien là vous allez entrer un petit peu dans la cuisine interne de Dans le doute reboot. En effet, c'est moi, Gravelax, qui monte les épisodes et il arrive que le lendemain de l'enregistrement avec Grey, je m'aperçois en parcourant mes notes qu'un ou que quelques petits points qui pouvaient être intéressants n'ont pas été abordés. Et donc il arrive que je fasse quelques petites capsules dans la foulée, histoire de voir si, au cours du montage, je peux les intégrer à l'épisode. C'était le cas dans les épisodes passés. Ça l'est également pour l'épisode sur Suspiria. J'en ai inclus d'ailleurs une à l'intérieur qui portait sur les décors et les références culturelles au sein du film originel. Mais pour 3 autres, j'ai trouvé qu'elles étaient un peu longues. Ah, vous allez dire, Gravelax qui fait un peu long, c'est habituel. Mais là, vraiment, je trouvais que ça aurait cassé le rythme de l'épisode. Donc, j'ai décidé de les laisser de côté. N'étant pas un fan absolu de ma parole, pour le bien du podcast, je ne les ai pas insérés. Et donc, c'est quand les enregistrements prévus ont commencé à se décaler dans le temps que je me suis aperçu que cela risquait de reporter à plus de 2 mois la mise en ligne du prochain opus, de Dans le doute. Et en accord avec Grey, je vous propose donc ces quelques capsules sur le Suspiria de Dario Argento, ainsi qu'une petite compilation des notes manquantes pour celui de Luca Guadagnino. On démarre donc sans plus tarder sur un point concernant l'auteur et l'œuvre à l'origine du titre Suspiria, à savoir Thomas de Quincy et son ouvrage Suspiria de Profundis. Je m'excuse par avance du fait que j'y écorche le nom de Mater Suspiriorum. Il est vrai que je n'aurais pas dû enregistrer sans avoir bu mon Ricoré matinal, sans lequel je ne suis pas bon à grand chose. Allez, assez de bêtises, on y va. Comme ça, on regarde, on goûte, on comprend, on analyse et hop, on réinvente. Alors, petit complément, puisqu'en effet, Daria Nicolodi et Dario Argento se sont inspirés notamment de Thomas de Quincy, un écrivain britannique connu notamment pour Confession d'un mangeur d'opium anglais, qu'il a publié en 1822, livre qui fut d'ailleurs traduit par Alfred de Musset, un auteur dans la vie duquel l'opium a tenu une place majeure, à la base pour soigner ses douleurs d'estomac. Il a énormément écrit sur son rapport et son comportement face à la substance, qui d'ailleurs est un peu plus du laudanum, c'est-à-dire un mélange d'alcool et d'opium, et qui a eu une grosse influence sur Baudelaire, et notamment les paradis artificiels. C'est donc en 1845 qu'il écrit la suite de ses confessions, à savoir Suspiria de Profundis, qui est basé sur les rêves de l'auteur, dont un qu'il a fait lorsqu'il était étudiant à Oxford. C'est le lieu où il a découvert la substance. Et c'est donc plus particulièrement un des chapitres de Suspiria de Profundis qui a intéressé Daria Nicolodi et Dario Argento, c'est celui nommé Levana et Nos Dames des Douleurs, dans lequel l'auteur rêve de Levana, qui est une déesse romaine qui agit auprès des nouveau-nés pour leur apporter de la tendresse, éveillée à l'éducation de l'homme, alors non pas selon un système scolaire, mais plutôt, on va dire, l'école de la vie, avec des systèmes de force qui sont cachés et qui entraînent la passion, la lutte, la tentation, la résilience, pourquoi pas, soit une énergie permanente qui ne prend jamais de pause. En cela, Levana est très liée aux agents de chagrin. Et donc dans ce rêve, le narrateur dit avoir vu Levana converser avec les dames que sont les douleurs et qui sont au nombre de 3. Elles expriment et représentent
toutes les souffrances du cœur de l'homme. Elles nous sont décrites comme 3 sœurs dont les chemins se sont fortement écartés, mais dont l'empire n'a point de limite. Elles peuvent se faire entendre à travers les hommes lorsqu'elles habitent les cœurs humains, mais entre elles, pas de voix, pas de son. Le silence éternel règne dans leur royaume. Nous avons donc l'aînée, qui est Mater Lacrimarum, Notre-Dame des larmes, qui sera donc dans Mother of Tears, qui délire, qui gémit, qui a des yeux doux et mystérieux, un peu égarés, un peu endormis, qui se lève vers les nuages, qui se concentre sur les sanglots, les litanies, en voyageant dans le ciel. Elle a des clés qui ouvrent les chaumières et les palais. Elle se nourrit du malheur, aussi bien chez les pauvres que chez les riches. Ici, on fait court. La deuxième sœur est celle qui nous intéresse pour Suspiria, à savoir Mater Suspirium, Notre-Dame des soupirs, qui est très différente, voire même limite l'opposé à Mater Lacrimarum. Elle ne se déplace pas dans le ciel, elle a des yeux ni doux ni mystérieux, elle a des yeux emplis de rêves finissants et de débris de délires oubliés. Sa tête est toujours baissée, elle ne pleure jamais, elle ne gémit pas. Elle soupire discrètement de temps à autre. Elle accompagne des parias, des esclaves, des prisonniers éloignés, du pénitent frustré qui ne peut ni pardonner ni réparer sa faute, des solitaires contre leur gré. Bref, tous ceux qui sont trahis et tous ceux qui sont rejetés. Et enfin, la plus jeune est Mater Tenebrarum, Notre-Dame des Ténèbres, qui n'a pas de royaume vaste, mais un pouvoir absolu en son sein. Elle sera au centre d'Inferno. Elle a un triple voile de crêpe pour masquer la lumière sauvage d'une détresse qui flamboie. C'est la mère des démences et l'instigatrice des suicides. Elle ne peut s'approcher que des cas désespérés qui songent à mettre fin à leur jour. Elle se déplace donc de façon imprévisible et sans clé. Elle prend d'assaut toutes les portes auxquelles on lui donne accès. Et le rêve se termine par les 3 sœurs qui s'entretiennent et complotent pour tourmenter le narrateur à différents moments de sa vie et à travailler de concert. Et c'est ainsi que se termine ce chapitre, qui est la principale source d'inspiration, qui a donné le titre du film. Peut-être aussi qu'Argento, pour finir ce point sur Thomas de Quincey, peut-être qu'Argento s'est également inspiré de son ouvrage de l'assassinat considéré comme l'un des beaux-arts, donc qu'il a écrit en 1854, qui décrit en fait une société de connaisseurs en meurtre qui se réunit pour juger ces derniers d'un point de vue esthétique. Et en effet, Argento, pour Suspiria, il y a ce côté esthétisation de la violence, des meurtres, tout comme il l'aura fait dans ses premiers giallo. Voici pour ce point culture voilà, qui se termine. On reprend tout de suite l'épisode. Bah voilà. Voici pour ce qu'on pouvait dire de l'une des œuvres qui a inspiré le film originel. On parle maintenant du gros morceau que nous devions évoquer, Gray et moi, à un moment donné du podcast, mais sur lequel nous ne sommes pas revenus, à savoir la rivalité entre Dario Argento et sa compagne de l'époque, Daria Nicolodi, pour ce qui est de la paternité du scénario de Suspiria. Question d'ailleurs non totalement élucidée encore aujourd'hui, et qui ne le sera visiblement jamais, à part bien sûr en émettant des hypothèses. La pastille faisant environ 7 minutes, je ne me voyais pas l'insérer dans le montage final. La voici donc dans son intégralité. D'avance, je vous en souhaite bonne écoute. Voilà, je crois que la dialectique, qui est la base de la pensée politique, la dialectique, c'est comme c'est passé de l'analyse à la synthèse, comment on change de vitesse en automobile. Alors ça, c'est quand même... vous comprenez comment ça se passe. Comme nous ne sommes pas revenus avec Gray sur ce point, je le fais maintenant. À savoir qu'en effet, il y a eu dissension sur la paternité du scénario de Suspiria entre Dario Argento et Daria Nicolodi, ce qui a valu notamment une lutte pour que cette dernière soit créditée au générique. Si on prend la version d'Argento, dans sa biographie Peur, sortie en 2018, il dit qu'ils avaient d'abord envisagé d'adapter Lovecraft, puis, ayant fait le tour du giallo, il voulait aller plus loin en racontant un type d'histoire dans lequel il ne s'était jamais aventuré jusqu'alors, d'où l'idée de se rendre sur le terrain de l'horreur, mais si possible en se détachant radicalement de la réalité et d'explorer le terrain de la fable. Il pense souvent à Blanche-Neige, le film de Disney, et à ses couleurs qui peuvent aider à montrer une volonté d'univers parallèle. Pour lui, le dessin animé charme autant qu'il perturbe. Selon Nicolodi, ils sont également allés puiser du côté d'Alice au Pays des Merveilles, de Barbe Bleue ou encore de Pinocchio. Parmi ses sources d'inspiration, Argento cite aussi le récit de l'allemand Frank Widkin, qui s'appelle Mine AA, sous-titré de l'éducation corporelle des jeunes filles de 1903, qui montre comment un groupe de petites filles, à savoir qu'Argento voulait à la base situer l'action de Suspiria dans une école de filles de 8 à 12 ans ou de 11 à 14, bref, ce qui avait été refusé par les producteurs.
Et donc ce groupe de petites filles subit un dressage par une éducation physique à la dure, en guise d'introduction à la vie en société, donc que de la gym, de la danse, de la musique et du théâtre pendant une période de 7 ans, après quoi elles retrouvent des garçons. L'action se déroule dans un énorme parc, sans aucun contact avec l'extérieur. Et d'ailleurs ce récit, Min-AA, a été adapté 2 fois au cinéma, avec les films Innocence de Lucille Hadjialilovic en 2004 avec Marion Cotillard et Hélène de Fougerolles, et aussi The Fine Art of Love de John Irvine, réalisateur dont on avait déjà parlé peut-être pour Les Chiens de guerre, adapté de Forsyth dans l'épisode sur le chacal, aussi Le Contrat avec Schwarzenegger, ou encore Hamburger Hill. Et donc ce film d'Irvine, il est avec Jacqueline Bisset, et donc c'est un film de 2005. Argento aussi a évoqué qu'il se souvenait de certains épisodes de sa scolarité chez les religieux, avec des profs assez autoritaires. Bref, pour Argento, il a mélangé tout ça, il se demande ce qui pourrait arriver à des jeunes filles livrées à une sorcière inspirée de Blanche-Neige, et finalement, ça serait lui, selon ses dires, qui aurait proposé un film sur la sorcellerie à Daria Nicolodi. Il avoue cependant qu'elle en sait beaucoup plus que lui sur le sujet, et que donc en fait à 2 ils ont commencé à entamer un gros travail de documentation sur le sujet et entamer une série de voyages en Europe, notamment en Suisse, à Dornach, où Argento fut ébahi par les architectures assez atypiques des maisons, où ils ont rencontré pas mal de monde, notamment de présumées sorcières, ce que Argento pour lui n'a jamais cru. Donc durant cette série de voyages, ils ont visité des cathédrales, des bibliothèques, des lieux considérés comme maudits. Ils ont recueilli énormément de témoignages de présumées sorcières selon Argento, de nécromanciens, de témoins de phénomènes paranormaux, notamment dans le triangle magique entre la Suisse, l'Allemagne et la France. C'est autour de Bâle. Si bien qu'Argento dit qu'à leur retour, ils avaient tellement accumulé de notes qu'un seul film ne pourrait les contenir. Et c'est à leur retour, ils tombent sur le livre de Thomas de Quincey, Suspiria de Profundis, que lisait Daria Nicolodi, et voyant la couverture, Argento dit que ça ferait un magnifique titre pour le film. Donc ça aussi, c'est selon ses affirmations. Enfin, il trouve que situer l'action dans une école de danse est le meilleur endroit, parce que c'est, selon lui, pour les sorcières, la meilleure façade, la meilleure couverture, entre guillemets, pour se cacher aux yeux du monde. Également que la danse permet de s'exprimer, d'atteindre plus facilement des dimensions ésotériques et transcendantales. Et ce qui finalement sera un sous-texte dans le film original sera pleinement développé dans la nouvelle version de 2018. Et comme personnage, Argento cite également Elena Blavatsky, qui sera une source d'inspiration pour Helena Darkos, la Mater Suspirium du film, pour en faire un mal métaphysique sous la forme d'une mère, sous une forme maternelle. Et cette femme qui a fondé la société théosophique, en gros qui fait un sacrétisme entre le bouddhisme, l'hindouisme et l'ésotérisme, a fasciné Argento pour ses idées sur les mondes invisibles, sur les énergies spirituelles, sur la magie féminine. Donc il y a tout cela qui est apporté en plus par Argento. Par contre, si on se place du point de vue de Daria Nicolodi, la première chose qu'elle dit, c'est « la mère de Suspiria, c'est moi ». Donc ce serait elle qui aurait proposé à Argento de changer de genre, de partir du giallo pour s'orienter vers le fantastique, et elle serait partie de l'histoire de sa grand-mère, Yvonne Müller-Lobeux-Casella, qui était une juive parisienne qui a notamment côtoyé Jean Cocteau et qui était une adepte des sciences occultes et qui lui racontait, étant jeune, des histoires et des textes de l'Apocalypse. Et elle lui a notamment raconté qu'à 15 ans, elle avait été envoyée dans une école près de Bâle en Suisse pour étudier le piano. Et quand elle a su que les professeurs enseignaient aussi la magie noire, elle est tout de suite partie de cette école, mais elle a néanmoins continué à potasser le sujet. Daria Nicolodi raconte qu'à l'âge adulte, elle est allée visiter les lieux, et elle a même pu assister à un cours de danse de cette école, et elle a ressenti par exemple que les meilleurs danseurs et danseuses n'étaient pas particulièrement appréciés par le maître, et qu'il n'y avait pas de rapport doux et harmonieux, d'où une atmosphère inquiétante. Elle en est ressentie avec ce sentiment. Pour elle, Suspiria a permis de mettre sur pellicule une tradition orale de sa grand-mère. Elle aurait donc mélangé plusieurs sources, dont certaines tirées des livres de la bibliothèque de sa grand-mère, d'où les symboles sont extraits et repris dans le film, notamment à la fin. Ensuite, les récits se rejoignent sur le fait que Dario et elle soient partis en voyage, notamment pour rencontrer des personnes proches du milieu de la sorcellerie. Selon Daria, ce sont de vraies sorcières, des gens mauvais, très sombres, ce que réfutera Argento. Pour lui, il dira ne jamais avoir rencontré de vraies sorcières, mais que comme les frères Grimm, il invente des créatures tout en sachant qu'elles n'existent pas. Bref, il en ressort selon Nicolodi que Argento s'est approprié ses idées, ce qui a amené quelques tensions. Jusqu'à la dernière semaine de montage, elle ne savait pas si elle serait créditée au générique. Déjà que le rôle titre qu'elle s'était écrit lui était passé sous le nez au profit de Jessica Harper.
Et donc elle a dû menacer la famille Argento d'empêcher la sortie du film si elle n'était pas créditée au générique. Mais quand on regarde les interviews, Argento continue à affirmer que l'idée première venait bien de lui. La parole de la fin sur la question pourrait être donnée à Asia Argento, leur fille, qui, dans le documentaire sur le réalisateur, donc Panico, sorti en 2023, dit qu'elle reconnaît beaucoup de sa mère dans le film et que cette dernière a eu un grand ressentiment de ne pas avoir tenu le premier rôle. C'est-à-dire que dans les interviews, c'est beaucoup plus la question du crédit en tant que scénariste qui lui tenait à cœur, mais que finalement, cette question du premier rôle à attribuer n'est pas à minorer pour autant, notamment aussi le fait qu'elle ait refusé le rôle de Sarah. Donc voici pour ce qui est de ce point, on passe à la suite. Hé, c'est la fin de la pause. Allez, bougez, au travail. Enfin, pour en finir avec les compléments sur le Suspiria de 1977, j'avais en réserve un ajout que je pensais à la base plus long, mais qui, après nouveau montage, aurait très bien pu être compris dans l'épisode original. Vu sa courte durée, on est sur une petite minute 10. Il a pour sujet l'interprétation que l'on peut faire du sourire final de Suzy, interprétée par Jessica Harper à la fin du film. Et d'ailleurs, je vous le diffuse de suite, car sinon mon explication va être plus longue que l'extrait lui-même. Allez, on y va. Tiens, donne-moi ton numéro de téléphone et analyse-moi ça. C'est quoi ? Si je le savais, je te demanderais pas d'analyser. Un petit point sur le sourire final de Suzy. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, un sourire assez énigmatique derrière lequel on peut voir beaucoup de choses. Peut-être pour donner quelques clés de lecture. Il y a l'idée de base que Suspiria est un conte assez moderne, qui parle notamment des peurs de l'enfance et du passage à l'âge adulte. Ce qui fait que certains voient dans Suspiria un coming of age movie, où Suzy doit trouver le chemin qui mène à son inconscient pour finalement se confronter à ses propres démons. Et une fois la figure dominatrice détruite, elle est enfin libre, ou du moins adulte, et émancipée par rapport à l'expérience qu'elle vient de vivre. D'autres disent aussi qu'une fois réveillée, son sourire fait que ce qu'elle ressent n'appartient qu'à elle, et ce que l'on ressent en la voyant n'appartient qu'à nous. Enfin, une autre piste serait que pour se métamorphoser, il faut obligatoirement passer par l'enfer, toucher la mort pour pouvoir enfin se sentir en vie. Et Argento va citer Elena Blavatsky qui dit que la connaissance peut se transmettre par la peur. D'où un sourire de délivrance, elle a traversé la mort, elle a détruit le mal et elle a vu l'envers du monde. Elle est donc transformée, tel le spectateur qui sort du film vivant mais ébranlé. Allez, on reprend. Voilà pour tout ce qui était afférent au Suspiria de Dario Argento. Je vous propose désormais de nous pencher sur les informations supplémentaires que je peux vous délivrer sur celui de Luca Guadagnino. Elles vont être un peu livrées en vrac, donc pour connaître les différentes thématiques abordées dans cette partie, je vous invite donc à vous reporter au timecode qui est rédigé dans la description de l'épisode. Alors je commence de suite sur une citation que j'avais trouvée pour marquer la différence entre les deux films, notamment la citation de l'auteur que j'avais trouvée qui disait que justement Argento dans son Suspiria, lui, filme le rêve, tandis que Guadagnino, lui, filme plutôt le réveil. En faisant cela, Guadagnino libère le spectateur du sort argentesque en le transposant dans un langage rationnel. En effet, son but est d'interroger plutôt que d'envoûter, d'où, par exemple, un retrait de la couleur qui va faire que le spectateur va être plutôt dans la réflexion plutôt que dans l'émotion. Et d'où aussi une repolitisation, avec notamment quelques événements liés à la fraction armée rouge dont je vais parler tout de suite après, mais cette repolitisation qui va brasser des thèmes comme la culpabilité allemande et la mémoire, bien sûr, par capillarité le totalitarisme, et enfin le patriarcat. Éloigne-toi un peu, on va rater les actualités. Donc après cette première citation, je vous propose tout de suite un point historique pour essayer de saisir les références qui sont faites tout au long du film, notamment à travers les différents médias et reportages qui concernent les actions de la fraction armée rouge. Alors ça sera un point juste très rapide pour dire plus précisément à quoi font référence les différents flash infos. À savoir que le film, comme vous le savez, se situe à Berlin-Ouest, durant ce qu'on a appelé l'automne allemand, et c'est d'ailleurs une année assez charnière pour l'Allemagne, puisque c'est là où elle va être quand même assez déchirée d'un côté entre son passé nazi, et de l'autre côté la révolte de la jeunesse, plus une peur chez certains habitants du terrorisme intérieur qui va être symbolisé pour eux et pour le pouvoir par la fraction armée rouge, qu'on appelle aussi la bande à Bader, ou le groupe Bader-Meinhof, qui est en fait une organisation d'extrême gauche révolutionnaire qui a été créée en RFA à la fin des années 60. Elle comprend parmi ses membres éminents Andreas Bader,
Ulrich Meinhof, Horst Mahler ou encore Gudrun Ensslin. Et son but affiché est de lutter contre l'impérialisme, le capitalisme et, d'après eux aussi, la continuité du fascisme en RFA. Pour cela, ils utilisent des méthodes comme la guérilla urbaine, les attentats, les enlèvements ou encore les braquages. Et le film fait référence à 3 événements clés qui se situent dans les mois de septembre-octobre 1977. C'est vraiment très ramassé dans le temps. On entend tout d'abord parler de l'enlèvement en Cologne de Hans Martin Schleyer, qui était le représentant du patronat, un peu peut-être l'équivalent du patron du MEDEF, qui a été enlevé par donc la fraction Armée Rouge le 5 septembre 1977. C'est un ancien membre du parti nazi. Et normalement, il devait être libéré en échange, justement, de la libération de membres fondateurs qui étaient emprisonnés. Le deuxième événement qui est mentionné est le détournement du vol Lufthansa 181. C'est le 13 octobre 1977 où des militants alliés palestiniens détournent un avion pour exiger la libération des prisonniers de la fraction Armée Rouge. Pour cela, ils prennent en otage dans cet avion 91 personnes et c'est une opération qui s'achève à Mogadiscio, en Somalie, avec la libération des otages par les forces spéciales allemandes. 5 jours plus tard, le 18 octobre 1977, et en représailles, donc, Hans Martin Schleyer, le chef du patronat allemand ancien nazi, est exécuté alors qu'il devait servir de monnaie d'échange à la base. Enfin, on entend parler des morts de Steinheim, qui est une prison. Et donc en fait, c'est quelques jours après les incidents de Mogadiscio, donc le 18 octobre, les leaders de la fraction Armée Rouge qui sont emprisonnés, Bader, Ensslin et Rasp, sont retrouvés morts dans leurs cellules. Bader et Rasp sont morts par balle avec des armes fournies par un avocat, tandis qu'Ensslin est retrouvé pendu à l'aide d'un câble électrique. Donc ça marque un certain arrêt de leurs activités qui reprendront au milieu des années 80 jusqu'à la dissolution du mouvement en 1998. Donc voici pour ce point historique. Ah, c'est la nouvelle formule, on nous recommande d'être aimable. J'enchaîne donc avec un développement sur la vision qu'avait le scénariste David Kajganich pour ce qui est du Superia de 2018, à savoir qu'on a évoqué dans l'épisode le fait qu'il n'était pas un fan du film original, qu'il qualifie d'une authentique œuvre d'art en termes plastiques, mais comme une catastrophe en termes de narration. Et il donne plus de motifs au fait qu'il ait accepté d'écrire ce scénario, notamment en déclarant, je cite, « L'horreur me perd souvent lorsqu'elle commence à ne plus tenir compte des personnes réelles dans un monde réel. J'ai donc dit à Luca Guadagnino, lorsqu'il m'a demandé si je serais intéressé par le projet, il lui a dit « J'adopterai une approche pragmatique, si cela te convient. J'aimerais savoir comment une telle chose pourrait se produire, comment cela fonctionnerait, quelle serait la hiérarchie du Coven. Bref, toutes ces questions pratiques qui ne sont pas le sujet principal d'un film d'horreur classique, quel qu'il soit. » Et donc, Luca Guadagnino a été complètement d'accord avec cette vision. Kajganich a donc effectué de nombreuses recherches sur la sorcellerie, sur les Coven, ainsi que sur la période où le film se situe, sur ce qui s'est passé dans la politique et dans l'art féministe de l'époque, sur la manière dont les préoccupations étaient exploitées de l'intérieur et sur ce que cela pourrait représenter dans le contexte de l'occultisme. Il a donc essayé de fondre le tout et d'analyser le comportement de personnes réelles dans ces situations fantastiques. En complément, Kajganich a donc décidé de situer le film à Berlin en 1977, année de sortie du film original, pendant la série d'événements terroristes que j'ai déjà mentionné, cela afin d'évoquer des préoccupations thématiques plus vastes, notamment la réaction de la jeunesse de l'époque, au déni de la responsabilité allemande dans la Seconde Guerre mondiale, notamment par les générations de leurs parents et de leurs grands-parents. Le scénariste a également utilisé le tumulte politique de l'époque pour contextualiser l'intrigue centrale autour de l'académie de danse où une américaine, selon ses dires, reçoit son éducation d'une manière qui évoque un fascisme moderne. Si on passe à Guadagnino, il s'intéresse surtout à la sorcellerie et à la solidarité entre les femmes, des thèmes qui selon lui ont été, je cite, encore une fois, pervertis par l'histoire et les religions officielles comme faisant un pacte avec le diable. La sorcellerie qui m'intéresse a aussi beaucoup à voir avec ce qu'on appelle psychanalytiquement le concept de la mère terrible, que l'on retrouve également dans certaines religions, notamment chez la déesse Kali. Fin de citation. Je poursuis en développant un petit peu ce point, c'est-à-dire que Kali est une déesse issue de l'hindouisme, elle est l'incarnation de la féminité et de la création et un symbole du matriarcat. Elle illustre le triomphe brutal du pouvoir féminin sur le pouvoir masculin. Dans ces représentations, Kali tient un crochet dans l'une de ses multiples mains, crochet que l'on retrouve à plusieurs reprises dans le film. En parallèle avec Suzy, Kali est représentée également avec une longue chevelure, avec la potentielle signification que plus les cheveux d'une femme sont longs, plus cela symbolise sa puissance féminine et plus sa magie est puissante.
Si je reviens sur Kashganik, il a proposé que les sorcières transmettent leur sort par le mouvement, d'où la conservation du lieu de l'académie de danse, qui tient toute sa logique puisque selon lui, il est tout à fait pertinent qu'un coven se cache dans une compagnie de danse, car ainsi les sorcières pourraient exercer leur influence de manière publique sans que le public ne s'en rende compte. Ce qui fait que si l'on pousse sur l'optique adoptée par Kashganik dans son scénario, c'est qu'il a la pertinence de fouiller dans les recoins de celui d'Argento et de Daria Nicolodi pour y dénicher les thématiques potentielles qui étaient esquissées, cela pour les développer plus amplement. Et la comparaison qui est prise, c'est souvent celle du Halloween de Rob Zombie qui démystifie un petit peu le personnage de Michael Myers en explorant son enfance et son adolescence. Regarde, ça c'est mon espace de danse, et ça c'est ton espace de danse. Je n'envahis pas ton espace, tu n'envahis pas mon espace, ok ? Comme la danse est donc au centre de l'histoire du Suspiria 2018, j'ajoute quelques petites choses parce qu'on a développé quand même ce point dans l'épisode original. Juste dire que le chorégraphe Damien Jallet, qui a supervisé l'ensemble, décrit que pour la scène du dernier sabbat, vraiment à la toute fin du film, que l'idée était de passer de quelque chose d'assez technique, mathématique, avec un certain sens de l'élégance, à quelque chose où le corps devient plus sauvage et de plus en plus déformé. Pour Jallet, la scène décrivait quelque chose de très chaotique, mais il a senti qu'il devait créer quelque chose de très ritualisé. Pour cela, il s'est inspiré de la danse indonésienne comme référence, une danse qui, comme il l'a décrit, présente des mouvements staccato avec des arrêts et des démarrages brusques, ainsi qu'un style de bras à la fois intime, notamment dans les moments où les danseuses s'accrochent les unes aux autres, et un style également durement linéaire. Pour ce qui est de la préparation des actrices, notamment Dakota Johnson et Mia Goth, elles ont commencé les répétitions 2 mois avant le début du tournage, à raison de 6 à 8 heures d'entraînement par jour. Mais pour Dakota Johnson, cela a commencé bien plus en amont, puisque pendant le tournage de 50 nuances plus claires, elle s'entraînait 2 heures par jour pour atteindre le type de corps et la technique d'une danseuse. À cela, il faut ajouter 2 ans de formation en ballet, et bien sûr, pour certaines parties du film, elle a été doublée fort logiquement. Mais on s'aperçoit qu'il y a aussi une volonté de présenter une évolution du corps de Suzy et de son style tout au long du film, avec au départ un style très académique en termes de danse, puis de plus en plus distordu à mesure qu'on avance dans le film. Pour la vision de Kashganik, le scénariste, de remettre la danse au cœur du récit et d'établir des parallèles entre d'un côté les luttes intestines que se livrent les sorcières au sein de l'académie et de l'autre côté les conflits générationnels du monde extérieur, il y a la vision que cela implique la manipulation des individus, notamment le fait que, selon lui, la Dance Academy serait dirigée comme un état chorégraphique avec une bureaucratie du mouvement. Ça, c'est pas de moi, je cite. Et donc un état où on modèle, on brise, on tord, voire on recycle les danseuses. Et on trouve notamment ça dans les actes 3 du film, à savoir emprunt, le fait qu'on puisse justement faire passer le don d'une danseuse à une autre, par exemple, mais aussi l'acte 4, prise, qui est un peu dans ce même état d'esprit. Bref, un endroit où la danse n'est pas expression mais domination, le fait qu'elle soit utilisée comme un instrument disciplinaire, avec ce système de contrôle, de hiérarchie, d'obéissance, ce qui fait dire que dans Suspiria de 2018, le corps danse, car il n'a plus le droit de parler. Je finis sur ça pour ce point complémentaire sur la danse. C'est tellement injuste. Bien sûr que c'est injuste. Nous sommes des femmes. Nos choix ne sont jamais faciles. Je poursuis donc avec un des autres thèmes du film, qui est le féminisme, qui peut poser problème, puisque que ce soit le scénariste ou le réalisateur, on est dans un point de vue masculin. On peut mentionner le fait que Madame Tanner évoque la communauté Marcos comme faisant partie potentiellement d'une communauté Ruth Bray. Ruth Bray qui est en fait le nom de plume d'Elisabeth Bohn, qui est une militante allemande du droit des femmes. C'est une critique radicale du patriarcat, et justement elle prône le matriarcat, notamment en fondant le Bund for Mutterschutz, désolé pour mon allemand. Cela pourrait être traduit par une association pour la protection de la maternité, dont le but est d'améliorer la situation des femmes dans tous les domaines. Et elle souligne constamment l'importance de leur autonomie matérielle. La Dance Academy fonctionne donc comme une utopie matriarcale, mais cette dernière va dégénérer en un conflit interne entre les femmes. Un conflit, comme le dira le docteur Klemperer dans le film,
un conflit nourri d'amour et de manipulation qui, selon lui, font bon ménage. Le Coven montre que les sorcières ont une fonction importante en délivrant des messages sur le féminisme, le matriarcat et aussi la maternité. D'ailleurs, la première fois qu'on les voit, tout ensemble, on les découvre qui vaquent à leur occupation quotidienne, dans le grand appartement qu'elles partagent, et elles élisent démocratiquement la directrice de la compagnie. Et au lieu de l'image folklorique de sorcières avec un chapeau pointu, des longues robes noires, on découvre une communauté de femmes indépendantes qui portent des pantalons, qui fument, qui prennent des décisions, qui partagent tout, qui acceptent également toutes les couleurs de peau, notamment parmi les danseuses. Bref, des femmes aussi libres qu'elles peuvent l'être, à l'abri du patriarcat blanc capitaliste. Et elles semblent guider les filles dont elles ont la charge vers la même indépendance d'esprit par la danse. Et donc ce qui pose problème peut-être dans ce volet féministe vu par Luca Guadagnino, c'est qu'on est à la frontière entre la misogynie et le féminisme. Puisqu'on a d'un côté des personnes solidaires, fortes, ouvertes, qui sont un petit peu les partisanes de Madame Blanc, et d'autres qui seraient des manipulatrices hystériques et misandres, qui seraient donc les partisanes de Marcos. Encore une fois, je le signale, c'est une petite partie du discours qui peut poser problème si on veut être tatillon. Vous connaissez mes références? Oui, elles sont aux archives. Et je dirais même qu'elles encombrent. Je passe donc au point sur les références artistiques qui sont comprises dans les rêves de Suzy, avec des visions apportées par Madame Blanc. Eh bien, on peut voir que nombre de ces rêves contiennent des recréations d'œuvres d'artistes féminines importantes de l'histoire de l'art. Parmi celles-ci figure une scène de l'exposition Blobard de Pina Bausch en 1977, mais aussi une pièce tirée de la collection de photographies de Gina Payne, une collection de 1974 intitulée Death Control. Ça, c'est pour la partie qui représente le visage d'une femme couverte de terre et d'asticots. Mais aussi et surtout les œuvres Silueta Works in Mexico et Rape Scene de la créatrice cubaine d'art corporel Ana Mendieta. Cette dernière est intéressante car avant la sortie du film, les héritiers de Mendieta avaient poursuivi Amazon Studios devant un tribunal de Seattle en affirmant que le film, donc qui est distribué par Amazon aux États-Unis, s'inspire trop largement des œuvres de l'artiste décédé. Selon la plainte, Amazon a, je cite, encouragé, aidé, incité, provoqué et ou contribué matériellement à un grand nombre de violations de droits d'auteur réelles ou imminentes, par le biais d'images évoquant l'œuvre de Mendieta. Les héritiers ont donc exigé qu'Amazon Studios verse des dommages et intérêts pour utilisation sans autorisation de l'œuvre de Mendieta. Et ils se sont aperçus de cela dans la bande-annonce du film, notamment l'image de l'extrait qui montre deux mains liées par une corde, inspirée donc selon les héritiers d'une photographie de Mendieta, Rape Scene, que j'ai déjà mentionné. Les héritiers citent également donc la seconde, Silueta Works in Mexico, par rapport à l'image d'une empreinte ensanglantée d'un corps sur un drap blanc. Et là c'est une photo de 78, la première étant de 73. Cela a amené que dans la deuxième bande-annonce du film, les plans incriminés avaient été retirés et qu'ils ont été aussi retirés du montage final du film. L'affaire s'est conclue par un accord non divulgué entre les deux parties, cela 2 jours avant la sortie du film aux États-Unis. Comme dernière œuvre artistique, il y a également un plan qui correspond à Autoportrait dans une armoire de Claude Cahun de 1932. Voici pour le complément artistique. Oh, vous m'avez fait une surprise à mon tour. Et je n'ai point oublié ces dames, il y en aura pour tout le monde. Je passe en avant-dernier point sur la fameuse question, le fameux twist du film, le fait que Suzy, finalement, est Mater Superiorum, et le fait de savoir quand est-ce qu'elle en a pris conscience. Eh bien, cela, Dakota Johnson a laissé un petit peu la question en suspens. Elle dit notamment qu'elle a fait en sorte de laisser ça libre à l'interprétation du spectateur, que l'évolution de Suzy est très intériorisée, ce qui fait qu'il y a tellement de possibilités d'interprétation. Elle ajoute que Suzy vient d'une famille ménonite, que les ménonites viennent d'Allemagne, et que Suzy a en quelque sorte dénoncé l'Église, sa mère et son père. Fondamentalement, elle n'accepte pas la vie qu'on lui a donnée, et à l'époque, faire ça dans sa communauté, c'est être vu comme une sorcière. En effet, si vous étiez indépendante, si votre pensée était indépendante, si vous pensiez indépendamment de votre père et de votre église, vous étiez considéré comme une sorcière dans la communauté ménonite, puisque l'église y est vue comme une communauté d'entraide
que la charité et le service dans cette église sont reconnus comme l'expression d'une vie chrétienne saine et que contrairement aux Amish, la mise à l'écart de la communauté est une chose extrêmement rare. Donc, toujours selon Dakota Johnson, il y a plein d'indices qui disent que Suzy est différente. Elle sent donc cette chose qui l'attire et elle doit danser et aller à Berlin. Elle doit être avec Madame Blanc. C'est comme si elle était née au mauvais endroit. Et Dakota Johnson dit qu'elle pense que Suzy comprend alors ce qui se passe et qu'il y a un moment très très subtil où elle réalise ce qu'elle est vouée à être. Fin de citation. Si on prend le film, il y a 2 endroits peut-être qui interrogent plus spécifiquement sur cette prise de conscience par Suzy de son rôle. Il y a notamment quand les 2 policiers hommes viennent dans l'académie pour enquêter et qu'ils sont hypnotisés par les sorcières. Suzy est alors en recherche de documents avec Sarah Miagos dans le bureau et il y a une pièce attenante où elle se faufile et elle voit les sorcières en train de jouer, notamment avec le sexe d'un des policiers qui semble complètement hypnotisé et on voit qu'au lieu de l'étonner, de l'horrifier, cette situation la fait sourire. Peut-être déjà à ce moment-là, il y a anguille sous roche. Et le second moment est bien sûr le rêve dont elle se réveille et à la fin duquel elle crie « Je sais qui je suis ». Il semble donc sous-entendu qu'elle a toujours été destinée à être Mater Suspiriorum et qu'elle le savait inconsciemment depuis le départ. Mais il n'est pas clair qu'elle ait tout le temps hébergé réellement les pouvoirs de Mater Suspiriorum ou si elle a pris possession de ses pouvoirs à la toute fin du film. Donc c'est une question qui reste en suspens. Bon, un dernier et je prends mon repas chaud. Enfin, on arrive au dernier point de cet épisode bonus qui concerne, et on n'en a pas traité dans l'épisode avec Grey, mais de la micro-scène post-générique du film de 2018 où on voit juste Suzy qui se tient dans ce qu'on peut supposer être un des coins secrets de l'académie et elle pose sur nous son regard qui observe certainement quelque chose hors champ et elle joue avec ses mains. Point. Voilà, Donc bref, rien de très clair, et surtout un point que Luca Guadagnino n'a aucune envie d'expliquer. Il a juste dit que pour lui, le personnage regarde vers l'avant, vers quelque chose, que Suzy observe le monde et présage le futur, et qu'il pense que ce serait très intéressant de savoir ce que c'est, mais qu'elle peut très bien aussi nous regarder nous. Bref, on le remercie pour tous ces propos qui n'apportent pas grand-chose. Pour ce qui est du scénariste, il est un peu moins flou, encore que. Il nous dit qu'il savait avec Guadagnino qu'ils voulaient tous les deux une scène post-générique, qu'elle n'était pas écrite et qu'elle a été tournée comme ça au cas où. Guadagnino avait mentionné son envie d'avoir une scène pour juste pointer le regard vers le futur, pour faire de la place à plus d'histoire. Bon, en gros, si on veut faire simple, c'est juste pour laisser une porte ouverte à une éventuelle suite qui, comme on l'a dit, ne verra jamais le jour du fait de l'échec du film au box-office. Voici donc pour l'ensemble des informations que je pouvais vous apporter en plus sur le Suspiria de Dario Argento et celui de Luca Guadagnino. Je vous remercie grandement pour votre écoute. J'espère que vous avez appris quelques petites choses intéressantes. Dans un dernier sanglot, quittons-nous sur ce mot. Sur ce, pour nous faire pardonner notre absence avec Grey, vous pouvez nous retrouver concernant Grey dans Nanarologie avec les amis de l'Entre de la Peur, Jess et Storm, pour un épisode sur Halloween Résurrection, ainsi que pour l'épisode de Noël, préparé par toute l'équipe de Nanarologie, avec un film choisi par les auditeurs présents sur le Discord du podcast. Et à l'heure où j'enregistre, il y a ce suspense pour savoir quel métrage aura la lourde tâche de succéder aux 3 chiens mousquetaires sauf Noël, mais aussi aux Chaventuriers de Noël. À titre perso, j'espère que ce sera Le Père Noël contre les Martiens de 1964, où on voit une toute jeune Piazzadora, donc histoire de prolonger un petit peu l'esprit de la Nuit d'Irlande avec Rogue Aliens. Pourquoi pas ce film, mais bon, si c'en est un autre, ce sera tout aussi bien. Pour ma part, le mois de décembre est chargé, avec ma participation à l'Entre de la Peur, avec ce qui devait être à la base l'épisode d'Halloween, qui va devenir un épisode de Noël, et qui porte sur la franchise des 7 films des Tours Mortels. L'épisode n'est pas encore enregistré à ce jour, et donc je n'en connais pas la durée, mais on va essayer d'être raisonnable. Vous pouvez également me retrouver dans le futur épisode d'Agatha Christie, avec mon ex-complice de la saison 2 de Qu'est-ce qui devient, Greg, et sa compagne Delphine. On parlera donc de La Maison Biscornue, qui est le roman préféré de son autrice. Et enfin, bien sûr,
il y aura l'épisode de fin d'année de Planet of the Tapes, entre les deux fêtes, avec Mère Green et Raph de Bien Connu de Service des Polices, qui va porter sur un film bien cool, dont je ne spoilerai pas le titre, car Mère Green ne l'a pas encore fait, et si je veux encore officier dans ce podcast en 2026, il ne faut pas que je m'attire ses foudres. En tout cas, ça sera un épisode très sympa, comme à chaque fois. Bien sûr, si vous êtes resté jusque-là, vous savez que le podcast est disponible sur quasiment toutes les applications de podcast, chez notre hébergeur PodCloud, chez Apple Podcast, chez Spotify, Deezer, Podcast Addict, Amazon Podcast, Pocket Cast et aussi sur le compte YouTube, qui n'est pas à négliger. On se retrouve donc, si tout va bien, avec l'ami Grey courant janvier 2026, avec le beau morceau sur Un justicier dans la ville, Death Witch. Sur ce, tout comme mon comparse, je vous souhaite déjà une très belle fin d'année et de joyeuses fêtes. On se dit à très vite, portez-vous bien, salut!